Dimanche 30 octobre 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette édition. Tout de suite, dans les actualités de ce jour, le Forum national des investissements pour l'émergence de Madagascar, qui a duré 2 jours, a été clôturé hier. Un forum qui a permis de tisser des liens entre les entrepreneurs et les investisseurs, ainsi qu'entre le secteur privé et l'État pour la mise en œuvre des projets de développement de Madagascar. L'objectif a été atteint, déclare le président de la République. De nombreux accords de partenariat ont été signés. D'autre part, le gouvernement prendra des mesures pour améliorer l'entrepreneuriat et pour inciter les opérateurs à investir à Madagascar. Les détails avec Judika Radjianirin et Yandra Zajenbe. Les projets qui sont en cours de réalisation au cours de ces 3 années, mais notamment les projets qui restent à faire et à terminer, ainsi que les partenariats pour l'accomplissement de ces projets, tels sont les sujets qui ont été mis en exergue à IVAT durant le Forum national des investissements pour l'émergence de Madagascar. Aussi, les différents panels et rencontres entre le secteur privé et l'État ont marqué ce forum. Ces derniers vont travailler ensemble afin d'accroître et stimuler l'économie de Madagascar. Les résultats sont satisfaisants après ces 2 jours de débat et de discussion. Nombreuses sont les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar et aussi pour solliciter les entrepreneurs étrangers à investir à Madagascar. Parmi les mesures incitatives, il y a l'exonération de la TVA concernant différents secteurs comme celui du tourisme, l'exonération de la TVA pour la mise en place des complexes hôteliers et touristiques, ainsi que pour les matériels et équipements nécessaires à cela afin d'attirer plus de touristes, et l'exemption des droits de douane pour l'importation des bateaux de croisière, catamarans et montgolfières. Concernant le secteur agriculture et élevage, l'acquisition des semences et engrais et l'acquisition des petits matériels agricoles a été décidée. À cela s'ajoute aussi la production d'énergie renouvelable et la mise en place des industries dans le cadre du projet ODOF. Il y a également des mesures administratives comme la mise à disposition aux investisseurs de la liste des zones d'investissement, les réserves foncières touristiques, les zones d'émergence agricole, les zones d'émergence industrielle, la facilitation des démarches administratives pour les entreprises en partenariat avec les DBM et le renforcement de la lutte contre la corruption. La fin de ce forum ouvre la voie pour la collaboration entre le secteur privé et l'État afin de redresser le pays dans les mois et les années à venir. Toujours dans ce sujet, 4 jeunes entrepreneurs malgaches ont reçu des financements de la part du programme national FIARIN pour leur participation au concours Pitch 321. Le président de la République faisait partie du jury qui a sélectionné les meilleurs projets durant la finale. C'est aussi une occasion pour le président d'exprimer son soutien aux jeunes entrepreneurs malgaches, Sylvain et Andra Zajenbe. Le Pitch 321 est un concours organisé par le programme national FIARIN, un concours qui a vu la participation des 50 startups. Chaque participant à ce Pitch 321 by FIARIN a eu 3 minutes pour exposer sa petite entreprise et son domaine d'activité afin de convaincre le jury. Et 9 parmi ces 50 entreprises participantes ont été sélectionnées pour passer à la grande finale qui s'est tenue hier. Ces jeunes ont choisi la mode et l'artisanat, le secteur du transport entre autres. Le jury a choisi les 3 meilleures startups. Le premier est l'entreprise Calico, dirigée par Arnaud Menefitainafnarch. Officiellement, Calico, c'est une entreprise de production d'aliments pour les animaux d'élevage. Mais pour tout vous dire, mon travail consiste surtout à cultiver et à sécher de l'herbe, et de la bonne en plus, pour nourrir les vaches laitières. Et maintenant, pour lancer la production et les ventes, nous avons besoin de vous, investisseurs et partenaires potentiels. Nous aurons besoin de machines et de matières premières. Et pour commencer, nous allons commencer avec 26 millions d'ariars. Donc, ces 26 millions d'ariars vont nous permettre de servir un premier besoin, une première demande de 6 tonnes par mois, qui est évaluée à un chiffre d'affaires prévisionnel de 136 millions d'ariars. Si tel est le financement dont l'entreprise a besoin, son projet se réalisera car Calico bénéficiera d'un financement de 20 millions d'ariars de la part de la banque partenaire du programme national FIARIN. Les 2 autres lauréats ont également obtenu le même prix.
Il s'agit de l'entreprise Ando Company et l'entreprise qui produit du café Royal Zanatani. L'entreprise Rarial, dirigée par Francia Rassouane-Voubsou, quant à elle, a été le coup de cœur du jury. Il a été prouvé durant ce concours que les jeunes malgaches ont de la créativité, ce qui contribuera au développement économique du pays et créera de l'emploi, mais surtout, cela contribuera à la promotion du Vita Malagasy. Le président de la République et son épouse soutiennent ces jeunes entrepreneurs. Tous les participants à la grande finale ont reçu de financement de leur part en guise de coup de pouce. Le concours Pitch 3-2-1, organisé par le programme national FIARIN, a eu lieu durant le Forum Émergence Madagascar au CCIVAT le 28 et 29 octobre. Le programme FIARIN, qui compte actuellement 19 900 bénéficiaires et plus de 189 000 emplois, ont été créés durant ces 3 ans. En tourisme, les bateaux de croisière dont la venue a été suspendue durant un long moment reviennent à nouveau à Madagascar. En fin de semaine, le paquebot Hanseatic Spirit en provenance d'Afrique du Sud a fait escale au port du Touliar, amenant 172 touristes. Le passage de ces croisières contribue au redressement du secteur touristique à Madagascar. Les détails avec Fanjesena Mireille. La venue des croisiéristes contribue au redressement du secteur touristique à Madagascar. Le 28 octobre, le bateau de croisière Hanseatic Spirit a fait escale au port du Touliar avec 172 touristes qui vont visiter plusieurs sites qui ont été déjà prévus par les opérateurs touristiques en collaboration avec l'Office régional du tourisme à Touliar. L'Hanseatic Spirit fera 7 escales dans différents endroits de Madagascar jusqu'au 4 novembre. Ensuite, l'entreprise Fanalamang n'acceptera pas les constructions de logements illicites dans les zones forestières. La protection de la forêt et les problèmes fonciers sont les problèmes majeurs que rencontre cette société actuellement. Ainsi, le chef district de Muramang et le directeur général de cette société sont venus faire une visite sur terrain en fin de semaine pour voir de près la situation. Fanjesena Mireille. Les administrateurs et les employés de la société Fanalamang n'accepteront pas les constructions de logements illicites faites par certaines personnes au sein de la zone forestière d'Analabé. Ils n'accepteront pas non plus la délivrance de permis d'exploitation effectués par les responsables de la commune d'Amboassa-Akar. Ce sont ces problèmes qui ont amené le chef district de Muramang à se rendre dans les lieux en compagnie du directeur général de l'entreprise Fanalamang. Ils ont établi ensemble un arrangement afin de résoudre au plus vite ces problèmes. On peut dire que les administrateurs qui gèrent et protègent les biens de cette société font face à des difficultés, notamment sur la protection des forêts et les problèmes fonciers, souligne le directeur général de Fanalamang, Rabé Vaïniarlem. En éducation, selon les informations reçues auprès d'une école privée, 30% du programme scolaire ont été achevés durant les 2 premiers mois de cette nouvelle année scolaire 2022-2023. Le niveau des élèves n'est pas le même, notamment pour les élèves nouveaux, expliquent les enseignants. Les écoles qui suivent le système éducatif malgache sont maintenant en vacances, toujours avec Fanjesena Mireille et Yves Janel. Moins de la moitié du programme scolaire a été effectué au cours de ces 2 premiers mois de cette nouvelle année scolaire 2022-2023. Seulement 30% du programme ont été achevés jusqu'à maintenant, explique cette enseignante. Le niveau des élèves a diminué, notamment en raison des difficultés sociales, déclare un enseignant titulaire d'une classe de 7e. L'objectif pour les 2 mois à venir est de terminer le programme scolaire jusqu'à 50%, selon Rassaf Mandimsou, directeur de l'école. Les élèves qui sont actuellement en vacances retourneront en classe à partir de la semaine prochaine. Et la commune d'Amboutian, un district de Soneranivong, a bénéficié d'une nouvelle infrastructure. La construction du pont Saatoun est achevée. Ce pont, dont la réhabilitation a été financée à travers le SIAD, à l'initiative du député Rakut Nirina Djornouari, relie 3 communes. 2 à 3 communes par an bénéficieront d'infrastructures à travers le financement du SIAD, déclare ce dernier. Les travaux pour la réhabilitation du Tchanpuknoul dans la commune Maount, district de Soneranivong, sont également en cours de finition et son inauguration est estimée pour cette fin d'année.
Concernant maintenant les actualités internationales, Lula va-t-il faire un comeback à 77 ans? Jair Bolsonaro peut-il gagner ou accepter la défaite? Après une campagne très tendue, plus de 156 millions de Brésiliens ont été appelés à élire aujourd'hui leur président lors d'un second tour de scrutin à l'issue incertaine. France 24. C'est une campagne d'une rare intensité qui s'est clôturée hier, marquée par une bataille juridique entre les deux candidats qui ont saisi le tribunal supérieur électoral pour abus de fake news, des violences et des agressions partout dans le pays, des échanges explosifs entre les deux candidats, notamment lors du dernier débat où ils se sont mutuellement accusés d'être des menteurs, et un ancien député proche de Jair Bolsonaro qui a attaqué la police fédérale à coups de tirs et de grenades. Voici en somme le résumé de ces 4 dernières semaines de campagne, une campagne où la réalité a dépassé parfois la fiction, transformée en guerre idéologique. D'un côté, Lula, qui se présente comme le défenseur de la démocratie, qui n'a cessé de rappeler son bilan de président entre 2003 et 2011 et d'avoir sorti 25 millions de Brésiliens de la pauvreté. Il accuse Jair Bolsonaro d'avoir isolé le Brésil sur la scène internationale et d'avoir de nouveau plongé 33 millions de Brésiliens dans la faim et la misère. De l'autre côté, le président sortant, autoproclamé défenseur de la famille et de la patrie, qu'il accuse Lula de mettre en péril en voulant légaliser l'avortement et les drogues et de vouloir imposer le communisme au Brésil. Pour s'assurer sa base électorale conservatrice et très religieuse, très évangélique, le président invoque Dieu à chacune de ses apparitions, transformant la bataille électorale en une sorte de guerre sainte entre le bien et le mal. Une crainte est dans tous les esprits. Est-ce que Jair Bolsonaro, qui a remis plusieurs fois en question la légitimité du vote électronique, acceptera le résultat? Il a demandé à ses sympathisants de surveiller le bon déroulement du vote ce dimanche. Surprise, il a adopté un ton plus modéré ce vendredi à la sortie du dernier débat présidentiel et assuré respecter l'issue du vote démocratique, même en cas de défaite. Ensuite, le président libanais Michel Aoun doit quitter le palais présidentiel aujourd'hui avant l'expiration lundi de son mandat de 6 ans. Dans un contexte de crise politique, malgré 4 tentatives, le Parlement n'a pas été capable d'élire son successeur. Toujours avec France 24. Dans moins de 5 heures, le président de la République, Michel Aoun, va donc quitter le palais présidentiel un jour avant la fin officielle de son mandat, et ce pour des raisons de logistique, puisque son camp politique, le courant patriotique libre, lui organise un bain de foule. Michel Aoun devrait donc prononcer un discours à l'occasion devant ses partisans qui commencent à se rassembler sur la place située non loin de l'entrée principale du palais présidentiel. Des dizaines de partisans ont campé sur les lieux du rassemblement depuis hier soir pour être aux premières loges au moment du départ du chef de l'État. Des photos de Aoun et des drapeaux de son parti ont également été installés le long de la route menant au palais présidentiel avec des slogans à la gloire du général. Car, rappelons-le, Michel Aoun fut le chef des forces armées libanaises de 1984 à 1989. Et c'est la première fois depuis la fin de la guerre civile en 1990 qu'un bain de foule est organisé à un président le jour de son départ. Pour les partisans du chef de l'État, c'est une façon de lui rendre hommage pour les accomplissements de son mandat, notamment la délimitation de la frontière maritime avec Israël et la bataille contre l'État islamique à la frontière libano-syrienne à l'été 2017. Alors que pour ses adversaires, c'est une façon de redorer l'image d'un mandat qui a ruiné le pays, un mandat entaché par des scandales et des polémiques à répétition. Et enfin, au moins 100 morts, dont des enfants, ont été tués dans un double attentat à la voiture piégée perpétrée dans la capitale somalienne samedi, près du carrefour animé de Zoïbé. Le président a précisé que le nombre de morts et de blessés continuait à augmenter. France 24. Une première explosion retentit au cœur de Mogadiscio. Les habitants n'ont pas le temps de fuir, qu'une seconde déflagration prend tout le monde par surprise. 2 voitures piégées postées sur cette artère très fréquentée. Les vitres de cet immeuble ont été soufflées. Non loin de là, ce sont les murs de ces habitations qui n'ont pas résisté. Les témoins racontent avoir vu des dizaines de corps, dont des femmes et des enfants. J'étais dans la zone d'attaque quand la première explosion a retenti. Après cela, je me suis enfui, j'ai vu beaucoup de corps. Il y a 5 ans, ce même carrefour avait déjà été l'objet d'une attaque similaire. Bilan,
Plus de 500 morts et des centaines de blessés encore traumatisés aujourd'hui. L'attaque de samedi n'a pas été revendiquée, mais pour le président somalien, c'est l'œuvre une nouvelle fois des combattants islamistes Shebab. Qui étaient ces victimes? Ces victimes étaient des Somaliens qui se remettaient d'attentats ayant eu lieu dans le même quartier il y a 5 ans. Certains d'entre eux étaient guéris, certains étaient handicapés, d'autres étaient des orphelins qui avaient perdu leurs proches dans des attaques précédentes. En quelques mois, les Shebab ont multiplié les attaques de ce genre afin de terroriser la population. La semaine dernière, ils menaient un raid sur un hôtel du sud du pays. La présidence a promis de leur livrer une guerre totale, en ciblant directement les zones du pays contrôlées par les islamistes. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie.